Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde d'économie circulaire. Je suis Marie Verdier, je suis associée au sein du cabinet Simon Kucher et on accompagne nos clients dans le développement de modèles économiques de la durabilité. Et avec nos intervenants aujourd'hui, on va justement parler d'économie circulaire et particulièrement d'économie circulaire industrielle. Quels sont les nouveaux modèles, quels sont les partenariats vertueux et on a pour nous accompagner dans cette réflexion 3 personnes qui vont nous partager leurs expériences, leurs retours projets. Amélie Vaz de la société Inextenso. On a également Damien Marès d'Ecopal et puis on a Fabrice Caschiani d'Excellence Industrie. Merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Alors, charge à nous de vous tenir éveillés en ce début d'après-midi dans la pause post-digestive. Peut-être avant de poser des questions à nos intervenants, j'introduis un petit peu le sujet. On entend beaucoup le mot économie circulaire. La crise énergétique a particulièrement accentué le besoin de sobriété, évidemment. Mais quelque part, pour passer d'une sobriété subie, limitée, à une sobriété choisie et ambitieuse, eh bien, l'économie circulaire est au cœur des enjeux, et en particulier dans les filières industrielles. Quand on parle d'économie circulaire, on dit que finalement, il faut à la fois travailler sur l'utilisation de la ressource, la minimisation des déchets, et puis surtout la réorganisation des modèles de production et de consommation. Et nos 3 intervenants ont chacun eu des expériences vraiment pragmatiques, concrètes, pour accompagner différents acteurs et collectivités territoriales sur ces sujets. Et donc, on va vous faire tous rebondir à tour de rôle pour nous partager vraiment des exemples de la vraie vie et comprendre quels sont les enjeux, les facteurs clés de succès, etc., etc. Donc sans plus attendre, je passe à les introductions et je vais tout de suite donner la parole peut-être d'abord à vous, Fabrice, avec une première question. Est-ce que vous pouvez tout d'abord peut-être vous présenter et nous présenter un projet sur lequel vous êtes intervenu et notamment nous dire à travers cet exemple de projet les axes de travail que vous avez pu mettre en œuvre pour mettre en place l'économie circulaire, que ce soit en termes d'optimisation des déchets, de sourcing, de géolocalisation. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, j'ai la chance d'animer un groupement d'industriels qui s'appelle Excellence Industrie. Donc, c'est 7 industriels qui sont donc EDF, SNCF, Vicat, Bosch Rexroth, Biomérieux, HEF et Serfim. Donc, ils sont tous présents sur la région et ils ont décidé de travailler ensemble, de faire de l'innovation collaborative dans l'objectif donc de participer à la réindustrialisation en Auvergne-Rhône-Alpes. Et également, on travaille sur 4 axes en particulier. La décarbonation, l'économie circulaire, l'industrie 4.0 et la transition numérique. Sous-entendu que ces 4 axes sont finalement les 4 axes de travail qui vont permettre à l'industrie en France et en Europe de se réinstaller en fait, sur nos territoires. Donc l'expérience que je suis venu partager avec vous ici, elle est très amont en fait. On est dans les premières étapes. Comme j'ai autour de moi ces 7 entreprises qui sont très innovantes, j'ai eu la chance de pouvoir tester des outils qui nous ont mis à disposition. Et notamment EDF qui, via sa R&D, nous a mis à disposition un outil d'analyse et d'études, de pré-études, je devrais dire même, à l'échelle d'un territoire, pour pouvoir analyser les flux, donc flux plutôt énergétiques, puisqu'il s'agit d'un énergéticien ici. Et donc, c'est un outil qui nous a permis, qu'on a mis en œuvre donc en quelques semaines sur une zone test à Andrézieux-Boutéon, à côté de Saint-Étienne. Donc, ça nous a permis de regarder tous les flux possibles de chaleur, d'électricité, de CO2 et d'hydrogène. Alors, on aurait aussi pu analyser les flux d'eau, ou d'autres flux encore. Mais rien que sur ces 4 premiers flux, ça nous a permis assez rapidement de voir des potentiels d'échanges entre industriels, entre ceux qui ont de la chaleur fatale, ceux qui consomment beaucoup de chaleur. Et l'outil permet même de regarder les choses de façon très fine, puisque vous savez que dans les procédés, on ne parle pas que de chaleur, on parle aussi de température. Donc
une chaleur ne vaut pas une autre chaleur, un autre type de chaleur. Et donc on regarde assez finement qui pourrait apporter quoi, à quelle distance. Donc géographiquement, ça permet de dresser des cartes assez intéressantes. Et donc ça, c'est pour la chaleur fatale. On a fait le même travail pour la partie électrique, puisqu'il y a beaucoup d'industriels qui ont des toitures très grandes, qui pourraient produire localement grâce à des panneaux solaires. Et on a d'autres industriels qui aimeraient consommer des ENR ou qui ont des contrats pour des livraisons d'ENR, mais des contrats qui ne sont pas forcément locaux, avec une énergie qui n'est pas forcément produite localement. Et donc en rapprochant ces deux types de profils, en fait, il y a également beaucoup d'opportunités, d'autant que la réglementation française permet aujourd'hui ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, c'est-à-dire on peut consommer l'énergie produite par son voisin. Et donc, on va dire que tous les feux sont au vert pour mettre en place ce type de synergie. Alors, à plus long terme, on a également regardé qui émettait beaucoup de carbone, qui était contraint par la réglementation, par les ETS, European Trading Scheme, et qui ont donc tout intérêt à récupérer leur CO2 ou le valoriser avec leurs voisins. Et souvent, cette valorisation-là, elle est couplée avec la valorisation d'hydrogène, puisqu'on peut combiner effectivement du CO2 et de l'hydrogène pour fabriquer des biofuels. Donc on a regardé toutes ces opportunités à la maille de Andrézieux-Bouthéon. Et aujourd'hui, on en est au stade où on aimerait passer à l'étape suivante, c'est-à-dire commencer à contacter tous ces industriels, une vingtaine, on va dire, en particulier, qui ont particulièrement du potentiel, et les inciter à construire une communauté, à échanger des données, à aller un peu plus loin, parce que les outils qu'on a utilisés se basent sur des statistiques, sur les connaissances assez fines, certes, mais on n'a pas contacté les industriels, on n'a pas été collecté de la vraie donnée sur le terrain. Et donc c'est l'étape qui nous reste pour pouvoir utiliser d'ailleurs d'autres outils qui, eux, vont regarder la pertinence économique de ces échanges, parce qu'aujourd'hui, on n'a que des volumes de chaleur, d'électricité, des distances, mais on n'a pas été beaucoup plus loin. Peut-être que certains échanges de flux seraient très coûteux. Donc il faut réellement faire une étude économique, mais pour ça, il nous faut des chiffres un peu plus précis. Et donc voilà, je suis là pour témoigner finalement de cette première étape qui, à mon sens, est très importante, qui permet d'éveiller la conscience et qui permet de voir le potentiel de ce qui peut se faire à l'échelle d'une zone industrielle. Ouais. Merci Fabrice de le souligner. Il n'y a pas de projet sans identification d'opportunités, donc ça commence par là, évidemment. Peut-être Damien, je vous fais maintenant rebondir sur vos expériences à vous. Un exemple d'axe de travail au sein des projets que vous avez menés chez Ecopal, et puis peut-être votre vision sur les meilleures pratiques pour favoriser la collaboration entre différents acteurs dans une zone économique donnée. Un, deux, ouais, c'est mieux. Donc, bonjour à tous, Damien Marès de la structure Ecopal. Donc, juste pour présenter très rapidement Ecopal, donc on est une association à but non lucratif basée sur le Dunkerquois. Et notre cœur de métier, c'est l'écologie industrielle et territoriale, ce qu'on appelle aussi économie circulaire industrielle. Donc nous, on est la structure pionnière de l'EIT en France depuis 2001, même s'il y a déjà des démarches d'EIT qui ont été créées depuis 1962 sur le territoire dunkerquois. Alors pour nos axes de travail, comme l'a mentionné aussi Fabrice, notre premier axe de travail, c'est déjà localiser les gisements de déchets. Sachant qu'on parle de déchets, mais nous, on préfère parler de ressources. Parce qu'un déchet, pour nous, ça n'en est pas un. C'est avant tout une ressource, et on le verra plus tard avec des exemples plus concrets. On travaille aussi sur la détection des acteurs importants. Par exemple, sur Dunkerque, ArcelorMittal a la moitié des synergies du territoire. Et ça, c'est important de le savoir. Savoir qui a quoi et où, pour pouvoir ensuite créer des synergies avec d'autres acteurs qui ont un besoin, justement. On travaille à la sensibilisation de tous les acteurs, que ce soit des entreprises, de la collectivité ou des membres de l'économie sociale et solidaire avec qui on travaille beaucoup. Ça, c'est très important.
Et surtout, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'un déchet n'en est pas un. En fait, pour qu'il y ait un déchet, on considère qu'il faut le jeter, le brûler, l'enfuir. Et nous, notre objectif principal, c'est que ce soit une ressource, une matière première secondaire. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, c'était par rapport à des exemples concrets, c'est bien Oui, ça? exactement. Et les meilleures pratiques que vous avez pu observer dans le cadre de certains exemples concrets, justement. Alors, pour créer des synergies, comment ça se passe? Il y a une méthodologie qu'on aime beaucoup faire et je pense que ça va être repris un petit peu après. Ce sont les ateliers qu'on appelle PTSI. En fait, on fait rencontrer des acteurs qui ne se connaissent pas autour d'une table. On leur donne une fiche chacun, une fiche G et une autre fiche je veux. Ils remplissent leur petite fiche et on fait tourner tout simplement pour créer des matchs entre les structures. Ça peut paraître très simple, mais ça marche extrêmement bien. Et c'est une méthode qui s'exporte même à l'étranger, en Belgique ou au Canada. Ce qui est très important aussi, c'est de communiquer. Pareil, ça peut paraître un petit peu dérisoire, mais c'est important. Si on veut montrer que ça fonctionne, il faut le montrer aux plus petites entreprises. Souvent, ce sont les grandes entreprises qui montrent l'exemple, mais ce n'est pas réservé pour les grandes entreprises. Au contraire, beaucoup des synergies sont faites par des petites structures. Et ensuite, créer tout simplement des rencontres, servir d'intermédiaire, faciliter les rencontres. Ça peut être autour d'un café, ça peut être autour d'un atelier particulier ou tout simplement d'un événement comme celui-ci. Voilà. Super intéressant, et je pense particulièrement quand on pense à l'historique que vous avez dans votre territoire, Oui. puisqu'on voit que c'est pas quelque chose qui date d'hier, hein. Ça fait un certain nombre d'années que ça a été initié par la collectivité de Dunkerque, et donc sans doute c'est des expériences très riches. Ce qui me permet de faire peut-être maintenant rebondir Amélie. À nouveau, si vous pouvez vous présenter et puis également nous donner des exemples de facteurs clés de succès pour animer une initiative d'économie circulaire industrielle. On voit que c'est un enjeu. Bien sûr. Bonjour à tous. Donc Amélie Vaz, moi je suis consultante chez Inextinso en développement durable. On a des bureaux à Lyon et on travaille particulièrement sur l'économie circulaire. Et dans le cadre de mes expériences, j'ai effectivement animé des démarches d'EIT, écologie industrielle et territoriale, sur différents territoires. Et donc, à la fois les territoires insulaires qui ont des problématiques de ressources assez fortes et d'approvisionnement, de gestion des déchets, et des territoires en France hexagonale. Et ce que j'ai retenu de ces expériences, c'est qu'on a plusieurs effectivement facteurs de succès. Déjà, comme le disait bien Damien, on a un enjeu de sensibilisation et de recrutement des entreprises au démarrage de ces démarches-là. Effectivement, on a des grandes entreprises qui peuvent être motrices, mais on doit ouvrir les démarches d'EIT à des plus petits acteurs et pas nécessairement aussi des entreprises. On peut également les ouvrir à des écoles. Pourquoi c'est intéressant? Les écoles, c'est des espaces qui disposent de foncier et qui sont fermés lors de certaines périodes. Et ce foncier-là, par exemple, peut servir d'espace de stockage de matériaux ou d'équipements qui vont être ensuite réutilisés par d'autres acteurs. On peut aussi inviter des hôpitaux, enfin en tout cas des structures publiques qui ont également en fait des flux de ressources énergétiques, matières, des équipements, du foncier, aussi des ressources humaines assez intéressantes. Donc c'est premier facteur de succès, recruter des entreprises et ouvrir les démarches en fait à tout type d'acteurs économiques. Pour recruter ces entreprises, on peut passer par du coup des fédérations professionnelles, des pôles de compétitivité. On peut également s'appuyer sur les chambres consulaires. Il y a la CCI qui est présente sur ce salon. C'est un réseau hyper important pour recruter des acteurs économiques d'un territoire. Autre facteur de succès, enfin, c'est autonomiser un petit peu la démarche. Le problème des démarches d'EIT, en tout cas historiquement, c'est qu'au démarrage, elles étaient largement subventionnées. Parce que les entreprises ne sont pas nécessairement familières avec ce sujet-là. Les bénéfices ne se voient pas forcément à court terme. Et donc, c'est important d'aller capter les soutiens financiers lorsqu'ils existent, mais ensuite vraiment créer ce qu'on appelle des quick wins, des synergies facilement déployables qui rapportent des bénéfices à l'entreprise à court terme pour qu'elle puisse en fait se saisir de ce sujet-là, en développer d'autres et finalement que la démarche d'EIT devienne autonome dans le temps.
Merci. Donc, je retiens déjà à ce stade, identifier les opportunités, mapper les flux, mettre les acteurs en relation les uns avec les autres, identifier des quick wins. Est-ce que vous avez, Fabrice, peut-être, vous, de la perspective où vous souhaitez apporter des compléments par rapport aux facteurs clés de succès que mentionnait Amélie, notamment autour de la gestion de la temporalité. Vous nous avez parlé du recrutement aussi tout à l'heure. Peut-être la définition aussi de l'échelle géographique qui a du sens. Oui, effectivement, on est toujours en train de lutter entre la ressource et la distance à parcourir avec la ressource. Donc effectivement, il y a une maille qui est pertinente. On ne peut pas toujours le dire à l'avance quelle est la bonne maille. En fait, ça va dépendre des potentiels, des niveaux de chaleur, etc. Voilà. Après, moi je dirais en termes de facteurs clés de succès, les collectivités locales, à mon avis, ont un rôle important à jouer. Parce qu'elles peuvent jouer le rôle en fait de tiers de confiance et elles peuvent engager les partenaires à démarrer ces discussions. Il faut savoir qu'un industriel, il ne peut pas facilement donner accès à ses données de production, à sa consommation, etc., parce que c'est stratégique pour chaque acteur. Donc le fait d'avoir un tiers de confiance, une collectivité locale qui installe un cadre, on va dire, collaboratif, ça joue énormément. Donc, moi, je le vois dans notre expérience à nous. On n'a pas encore mis en place ce cadre de confiance, puisque notre démarche, elle est vraiment très, très amont. Eh bien, on attend avec impatience, en fait, qu'une collectivité puisse s'impliquer et que, je dirais, rien qu'une lettre d'engagement ou une invitation ou l'organisation d'une première conférence ou une première grande réunion pour faire se rencontrer les acteurs, je pense que ce serait vraiment un élément clé. Merci, ça va me faire une transition parfaite pour ma question maintenant à Damien. Quelles sont les attentes des acteurs économiques vis-à-vis des acteurs publics, du législateur, pour faciliter la multiplication et j'ai envie de dire, et désolé pour l'anglicisme, la scalabilité des initiatives économiques d'économie circulaire industrielle? Merci. Quelles sont les attentes? Alors, je pense qu'il y a deux attentes majoritaires. Oui. Déjà, un accompagnement. Ça, c'est très important parce que quand une entreprise s'implante, si elle n'est pas déjà implantée, elle a besoin d'avoir un accompagnement sur le foncier. Est-ce qu'il y a de l'espace disponible? Des subventions aussi. Parce que ça, c'est le nerf de la guerre, ça reste économique aussi. Voir ce que la collectivité peut proposer en termes de ressources en eau, par exemple. C'est très important, enfin, surtout pour le territoire dunkerquois. Et je dirais un accompagnement via des acteurs qui sont sur le territoire. Si des démarches d'économie circulaire industrielle fonctionnent bien sur le territoire dunkerquois, par exemple, c'est parce que tout le monde communique ensemble. Les collectivités, je dirais pas délèguent, mais renvoient vers des associations existantes, comme la nôtre, pour qu'on puisse guider les entreprises et ensuite bien les accompagner dans la mise en place de synergies directement en amont lors de la création d'entreprises. Donc il y a ce soutien foncier et les subventions financières. Et pour un exemple concret aussi, par exemple, il y a Prologium, qui est un fabricant de batteries solides, qui a pu s'implanter sur les territoires dunkerquois grâce à l'accompagnement de la communauté de Dunkerque. Sans cet accompagnement, il n'y aurait pas eu d'implantation. Et donc ça, c'est important. Et puis comme Prologium est une entreprise, on va dire, tournée vers le futur pour la création de batteries pour la transition énergétique écologique, elle bénéficie aussi de subventions financières, ce qui a favorisé son implantation. Et la CUD, Communauté urbaine de Dunkerque, reçoit beaucoup de demandes, mais elle peut se permettre de choisir en disant, voilà, vous êtes en tête de liste parce que vous êtes une entreprise un peu plus vertueuse et que vous prenez en amont conscience de l'économie circulaire industrielle. D'accord. Peut-être, Amélie, est-ce que vous souhaitez rebondir et aussi nous partager votre vision des attentes vis-à-vis des acteurs publics et du législateur? Est-ce qu'il y a des compléments à la vue de Damien ou peut-être des retours d'expérience de choses qui ont bien marché? Oui, Damien et Fabrice, parce que c'est vrai que le soutien politique de ces démarches-là, il est hyper important. Je dirais aussi que de la part du législateur, on attend un soutien
sur l'encadrement des synergies qui sont souvent en fait des synergies assez innovantes et qui peuvent poser des questions en termes de responsabilité ou d'assurance. Et là, on a besoin d'accompagnement généralement juridique pour décortiquer en fait ce que va signifier le contrat entre un acteur A qui va céder des ressources et un acteur B qui va les recevoir et les utiliser. Là, voilà, il y a du flou juridique et c'est important pour le législateur justement d'avancer sur ces sujets pour faciliter en fait les synergies et les quick wins. Merci. Peut-être du coup pour revenir un petit peu un pas en arrière et évidemment les pouvoirs publics, mais aussi donc les acteurs du monde économique privé, on les met ensemble. Quels sont les outils qui facilitent la mise en place des bonnes conditions économiques pour les investissements liés à l'économie circulaire industrielle? Donc quels outils et quels obstacles aussi qui empêchent parfois d'avoir ces outils mis en place? Peut-être l'accès aux données, vous en parliez tout à l'heure, Fabrice, intéressant de vous faire rebondir là-dessus. Oui, et je voudrais insister sur ce qu'a dit Amélie en termes de garantie, c'est-à-dire qu'un industriel, quand il investit, il a besoin d'être un peu sécurisé, donc il veut savoir si le partenaire qu'il a choisi va être encore là dans 2 ans ou dans 3 ans. Surtout que voilà, les investissements souvent s'amortissent au bout de un peu plus de temps que ça. Donc le fait de mettre en place des outils, des fonds de garantie, à mon avis, c'est un élément qui est de nature à rassurer. Et puis je dirais le deuxième élément aussi, c'est les aider à construire le modèle d'affaires, parce que voilà, il faut se projeter sur les gains que ça peut apporter, sur les dépenses qu'il faut mettre en œuvre immédiatement. Et il n'y a pas beaucoup de garanties là-dessus. C'est-à-dire, donc il faut affiner les outils, il faut avoir des outils les plus précis possibles, il faut avoir des données les plus précises possibles. Et c'est pour ça notamment que des acteurs comme EDF, au niveau de sa R&D, travaillent constamment sur ces outils pour qu'ils soient de plus en plus précis et qu'on puisse rentrer des scénarios qui deviennent très complexes. Parce que quand on n'est que 2 à échanger des choses, c'est assez facile. Quand on commence à être 5, 10, c'est beaucoup plus compliqué. Et en même temps, paradoxalement, ça rend le modèle plus résilient. Oui. Parce que si vous avez une défaillance et qu'il y a 10 autres acteurs, on va dire que le modèle peut survivre, alors que quand il n'y a que 2 acteurs, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour résumer, effectivement, le cadre de garantie, donc c'est des outils financiers, et la partie modélisation et scénario de modèle d'affaires, qui à mon avis sont 2 choses très importantes. Peut-être une réaction ou des exemples d'outils de la part de l'un ou l'autre d'entre vous, Damien ou Amélie, d'autres bonnes pratiques que vous avez vues, que ce soit en matière de partage de la donnée ou bien d'identification des flux à potentiel? Je me permets. Alors, il y a une chose qui a été créée et qui est assez unique au monde, qui se déroule en France. Bon, je suis désolé, je prêche un peu pour le Dunkerquois parce que je suis issu de là-bas, donc je connais mieux les exemples là-bas. Il y a ce qu'on appelle la toile industrielle, Oui. qui a été créée par l'agence d'urbanisme avec qui on travaille, qui a d'ailleurs été présentée à l'ONU il n'y a pas longtemps. Et ça permet d'avoir, d'une manière générale et visuelle, tous les flux de matière qui transitent entre les industries. Et ça, c'est un outil formidable au service de tout le monde. On peut voir les flux d'eau, d'énergie. Il y a même une toile de la bière. Ouais, ça peut servir aussi. Toile énergétique, toile de l'eau. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment un formidable outil à disposition de tous qui permet aux politiques aussi d'agir en conséquence et de réadapter en cas de fermeture d'usine. Et ça, c'est important pour pérenniser une synergie. Sinon, ça peut tout mettre en l'air, entre guillemets. Imaginons, cette toile montre que ArcelorMittal Dunkerque ferme. Ce serait catastrophique pour les autres entreprises qui ont des synergies avec elle. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette toile a été créée au départ. C'était pour anticiper les éventuelles fermetures. D'accord. Une question. Oui, bien sûr, allez-y, Fabrice. Ouais. Une question du coup à Damien, parce que par rapport à ce que j'ai dit précédemment, moi j'ai l'impression que c'est difficile de rendre publiques certaines données.
Et là, vous arrivez à mettre en place votre toile qui montre à tout le monde quels sont les flux. Il n'y a pas eu de difficulté à mettre ça en place avec les industriels? Eh bien si, si tout à fait, c'est pas facile. Et vous parliez tout à l'heure de confiance. Et c'est là où c'est important. En fait, la communauté Hermès de Dunkerque et Ecopal servent d'intermédiaire de confiance. Et c'est pour ça que, on va dire, les grandes entreprises ou les acteurs, qui soient publics, associatifs ou privés, donnent leurs données. Alors c'est un travail de longue date, hein, ça ne s'est pas fait en 2 jours. Ça a commencé en 62, on est en 2024. Ouais. Voilà. Il y a encore des réticences, hein, je vous rassure, c'est pas aussi simple que ça. C'est intéressant d'inscrire ça dans le temps et on voit bien l'impact d'initier ce genre de démarche en amont et des tiers de confiance. Merci pour ce retour d'expérience. Toujours pour continuer sur des exemples et peut-être faire réagir maintenant vous, Amélie, sur les modèles d'économie circulaire qui contribuent à la résilience et à la compétitivité des entreprises industrielles. Notamment, on en parlait tout à l'heure, il y a la fermeture d'usines, il y a aussi les chocs externes comme les crises sanitaires, comme les perturbations climatiques. En quoi ce type de modèle économique peuvent aider à jouer dans ce nouveau jeu extrêmement volatile et perturbé où il y a des facteurs exogènes qui en permanence changent les conditions dans lesquelles on opère? Il y a, je pense, plusieurs avantages à ces modèles-là. Premièrement, déjà, on a des entreprises qui sont plus résilientes effectivement face à des chocs conjoncturels. La crise sanitaire bouscule les modèles économiques. Elle ferme aussi des frontières. On a des entreprises qui dépendent d'approvisionnements extérieurs assez lointains et des chaînes de valeur très très complexes. L'EIT, ça permet quand même de relocaliser, de repenser son approvisionnement à des échelles un peu plus réduites et donc d'être plus à même aussi de rebondir si jamais il y a des chocs structurels mondiaux. Premièrement. Deuxièmement, on renforce aussi la traçabilité des flux des entreprises. On connaît mieux en fait les partenaires avec lesquels on travaille, qui sont moins des concurrents, mais vraiment des collaborateurs en fait. Et ne serait-ce que cette vision pour l'entreprise, ça change beaucoup de choses et elle est plus elle est plus résiliente et confiante. Il y a aussi un troisième argument à ces modèles qui visent en fait à réemployer des déchets ou à les recycler, c'est que en fait le coût de traitement des déchets il augmente. Aujourd'hui, il y a une taxe sur la gestion des activités polluantes qui va en augmentant et c'est important pour une entreprise du coup de réduire ses coûts, déjà premièrement en réduisant la production de déchets, mais si il y a production de déchets quand même, de faire ces boucles en fait de réemploi ou de recyclage. Je dirais plus largement que l'économie circulaire, ça permet quand même de sécuriser les approvisionnements à la fois en amont mais aussi en aval dans les circuits de distribution et que justement face à ces chocs conjoncturels, on a des entreprises un peu plus résilientes. C'est intéressant et en même temps, si je veux être un peu paradoxale et même peut-être un petit peu provocatrice, et j'ai adressé cette question à Fabrice, on peut aussi considérer, vous le disiez bien tout à l'heure, quand on est dans un binôme de partenariat d'entreprise, que des boucles d'économie circulaire, quelque part, exposent à des risques de dépendance face aux partenaires. Comment est-ce qu'on peut, quelque part, atténuer ces risques? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Comment est-ce que les acteurs et les projets sur lesquels vous avez eu l'occasion de travailler ou d'identifier des opportunités prévoient de faire face à ces risques d'interdépendance entre acteurs? Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour quelque part, un peu mitiger ces risques bien identifiés? C'est une bonne question, puisque je pense que on n'a pas encore la solution miracle. Donc, par contre, le fait de foisonner, le fait d'avoir beaucoup d'acteurs dans les échanges, évidemment, c'est l'élément fondamental pour réduire ce risque. Et après, toujours pareil, les outils financiers qui vont permettre de garantir des investissements. Et je n'ai malheureusement pas beaucoup d'autres solutions en tête. Mais c'est intéressant déjà, le foisonnement et les outils économiques, c'est déjà des axes de solutions intéressantes qu'on peut garder en tête. Mais en réalité, c'est plus des craintes que des choses avérées, parce que dans les exemples qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même assez rare que ce genre de flux soit interrompu par défaillance de l'un ou de l'autre ou par problème technique. En réalité,
comme souvent dans l'économie circulaire, on a plus à vaincre des craintes que des risques réels. Ouais. Et moi, je pense que tout le monde a y gagné, même au-delà des premières synergies qui sont mises en place. Je pense que ça peut escalader, faire boule de neige, parce que moi, je le vois sur le petit bout de territoire où on est en train d'expérimenter. Finalement, on a regardé 4 flux qui sont juste énergétiques. Mais on pourrait imaginer demain que lorsqu'un acteur manque de matières premières, de la tôle, des boulons, pendant la crise Covid, il y a des industriels qui avaient besoin de boulons. Ils ne trouvaient plus de boulons, ni d'éclisses, ni de poutres en métal. Et ça peut paraître bête, mais du coup, à l'échelle d'une zone industrielle, il y a possibilité d'entraide. Ouais. Ouais. Non, mais c'est très intéressant de se redire aussi qu'il faut quelque part vaincre les craintes. Peut-être ça m'amène à faire à nouveau rebondir Damien, à la fois sur ce sujet et aussi sur le rôle de différents types d'acteurs du monde économique. Il y a des grandes entreprises, il y a des PME, vous le disiez, il y a des startups. Quels sont le rôle des uns et des autres dans la promotion de l'économie circulaire, et puis comment faire en sorte qu'ils collaborent efficacement, puisqu'on parlait de foisonnement tout à l'heure. Tout à fait. Alors, je pense que les grandes entreprises ont un rôle important à jouer, puisqu'elles peuvent montrer que ça fonctionne. Et ça, c'est important. Après, c'est à nous, intermédiaires de confiance, que ce soit une structure dédiée à l'EIT, une collectivité ou une autre structure, de sensibiliser à l'EIT. Montrer que ça fonctionne avec des exemples concrets qu'il y a sur le territoire ou d'autres territoires, parce qu'il n'y a pas qu'en France que ça se déroule aussi. Donc moi, je pense plutôt à ça. Il y a une volonté politique aussi, faut pas se le cacher. Et j'aimerais rebondir aussi sur des exemples concrets, Oui. Et très concrets, de synergies importantes qui illustrent bien l'économie circulaire industrielle qu'il peut y avoir. Et c'est pas forcément par le biais de ressources. Ça peut être aussi juste la proximité de 2 structures l'une à côté de l'autre. Et je vais prendre 2 exemples assez impactants. Le terminal méthanier et la centrale nucléaire de Gravelines, qui, elles, n'ont pas forcément besoin de matière. C'est juste la proximité qui joue un rôle très important, puisque la centrale nucléaire pompe de l'eau de mer qui est rejetée à une certaine température et qui permet, via une pipeline qui a été financée par les 2 structures, de réchauffer, de regazéifier le GNL, donc le gaz naturel liquide, pour ensuite le regazéifier, le mettre dans le réseau. Et ça permet quand même une économie de 550 000 tonnes de CO2 par an, ce qui n'est pas rien, et uniquement parce que les 2 structures sont l'une à côté de l'autre. Et il y a un autre exemple que j'aime beaucoup prendre, qui concerne ArcelorMittal Dunkerque et Ecosem France, qui est là vraiment un exemple d'écologie industrielle et territoriale pure. C'est-à-dire que Ecosem, qui fabrique du ciment, un substitut de ciment très bas carbone, 34 fois moins émetteur de CO2 qu'un ciment traditionnel, s'est installé uniquement à côté d'Arcelor, uniquement parce que Arcelor était là. C'est-à-dire que sa matière première, là, est le laitier des hauts fourneaux de ArcelorMittal, et ils sont à 500 mètres. Donc là, c'est encore plus facile. Il n'y a plus de déchets. C'est plus un déchet, ça devient une matière première secondaire. Et là, on supprime carrément tous les intermédiaires. Et ça permet 492 000 tonnes de CO2 en moins par an aussi. Ouais, c'est des super exemples concrets, réels, qui existent dès à présent. Donc, effectivement, où il y a à la fois des grandes entreprises, mais aussi des acteurs plus nouveaux, plus petits. C'est intéressant de voir ça dans votre territoire, Damien. Peut-être une autre question de prise de recul cette fois-ci. Et je fais d'abord rebondir Amélie, mais vous pourrez tous rebondir ensuite, puisque vous avez des vues assez larges. Finalement, c'est quoi les secteurs les plus avancés en matière de modèles d'industrie circulaire, d'économie circulaire dans le monde industriel? C'est qui? Il y a des segments de l'industrie qui sont plus en avance. Qu'est-ce qui a été votre expérience? Est-ce qu'il y a des chaînes de valeur qui marchent mieux là-dessus que d'autres? Oui, alors d'expérience sur les ateliers que j'ai pu mener, il y a effectivement beaucoup de synergies autour de l'énergie qui se créent. C'est ce qu'il y a de
entre guillemets plus facile, aller récupérer la chaleur fatale, ou alors des groupements en fait qui se constituent pour acheter de l'énergie décarbonée ou créer en fait des infrastructures d'énergie décarbonée localement sur lesquelles elles vont pouvoir s'approvisionner. Donc là, l'énergie, ça marche plutôt bien. Valorisation des biodéchets aussi en méthanisation, c'est assez foisonnant. Après, on a des synergies un peu plus originales. Typiquement, entre deux ou trois entreprises, on va avoir une ou un chargé de communication qui va en fait travailler pour l'une et l'autre sur une petite zone d'activité. Et ça, en fait, c'est une entreprise qui décide de mettre à disposition, ou en tout cas de faire connaître qu'elle emploie une personne sur un poste qui peut être mutualisé sur d'autres choses. Je pense aussi notamment au BTP, où il y a beaucoup de synergies à faire. Je prenais tout à l'heure l'exemple de l'école qui peut servir d'espace de stockage temporaire pour des équipements ou des matériaux. Le BTP, il faut savoir que c'est le premier pourvoyeur de déchets en France, le premier secteur qui produit des déchets. Donc il y a un gros potentiel de valorisation et de réemploi de ces matériaux-là. Les synergies, ça permet de le faire. Un exemple, un chantier qui va être rénové, on a des déchets qui sont produits, qui sont générés, qui peuvent être stockés dans une école par exemple, ou à Paris, la Seine en fait a été utilisée comme espace de stockage parce que l'espace est très dense, donc on n'a en fait pas d'espace de stockage. Donc c'est le fluvial en fait qui sert à stocker ces matériaux. Le temps de 3 mois, qu'ils soient réutilisés sur un autre chantier pour un bâtiment en construction. Les JO, qui ont généré beaucoup de déconstruction, rénovation, construction, ont travaillé avec ça. C'est intéressant et c'est concret. Fabrice, peut-être un retour d'expérience là-dessus ? Non, je pense qu'effectivement, c'est d'abord ceux qui sont le plus contraints qui vont aller vers ces solutions-là. Donc les électro-intensifs, ceux qui consomment énormément d'énergie. Les plus gros aussi, parce qu'ils sont plus exposés au regard de la société. Et ils ont un devoir d'être exemplaires. Et du coup, je pense que les aciéristes, les cimentiers sont souvent des précurseurs dans ce domaine de l'économie circulaire. Moi, j'ai pu le constater pas plus tard qu'avant-hier en visitant une cimenterie. Ouais. Et on voit que il y a une vraie réflexion pour essayer d'optimiser tous les flux, pour essayer d'utiliser le moins de combustibles fossiles pour dans les fours des cimentiers. Vous savez qu'une cimenterie, ça émet à peu près un tiers de son CO2 par sa consommation énergétique, mais les 2 tiers sont émis uniquement par la réaction chimique de décarbonatation, donc c'est quelque chose de quasiment inévitable. Et donc ils ont engagé des réflexions très globales sur l'ensemble du cycle de vie du ciment. Donc ça commence par utiliser moins de ciment dans le béton, moins de béton dans les bâtiments, essayer de substituer le plus possible de matière en remplacement du calcaire. Et puis bien sûr, il y a le tiers énergétique qui fait partie de l'équation, et ils ont pour objectif d'avoir du ciment complètement décarboné en 2050. Donc le défi est énorme. Et effectivement, c'est vrai que c'est intéressant. Ça peut sembler paradoxal vu de l'extérieur, mais finalement les industries les plus fortement carbonées aujourd'hui, qui sont par nature celles qui sont le plus en amont dans la chaîne de valeur parce qu'elles transforment une matière première brute en quelque chose d'autre, sont celles qui à la fois sont historiquement les plus polluantes, mais aussi celles qui ont le plus besoin et donc qui sont plus à la pointe pour lancer des innovations. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Peut-être Damien, un petit mot de la fin sur ce sujet des secteurs, et puis je vous ferai ensuite tous rebondir sur un dernier petit sujet autour du partage. Mais allez-y Damien, peut-être sur votre vue des secteurs. Effectivement, les secteurs d'activité que nous on voit fortement, le BTP, les cimenteries, l'énergie. Pour nous, l'énergie, c'est le plus gros, le secteur qui a le plus de synergie et qui est le plus en amont, qui a commencé le plus tôt. Alors, quel que soit le type d'énergie, que ce soit électrique, que ce soit le charbon, que ce soit tout type d'énergie. Et après, je dirais quand même la métallurgie. Oui.
c'est vrai. Par essence aussi très amont, très Tout à- carboné historiquement. Tout à fait. Et très visible du grand public aussi par rapport à ce que disait Fabrice sur l'empreinte carbone aujourd'hui. Tout à fait. Mais ce sont elles justement qui font les plus gros efforts Exactement. et qui ont les plus gros efforts à fournir. Oui, tout à fait. Peut-être un petit mot de la fin aux uns et aux autres sur le partage d'informations quand on préparait. Pour cet exposé. Alors, Quand on préparait cette table ronde, Amélie, vous m'aviez parlé du réseau Synapse pour partager de l'information, partager de la donnée. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce que je pense que c'est un sujet d'ouverture pour tout le monde ici. Parce qu'il y a des gens qui sont sur la même fréquence. Désolé. Voilà. Un, deux. Effectivement, pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'EIT, je vous invite à rejoindre ou à minima à consulter le réseau Synapse qui est en ligne, qui est un site internet en fait qui recense à la fois des initiatives en EIT, donc là tout ce qu'on a pu vous présenter, voilà, des démarches de synergie très précises avec la méthode qui a été suivie et généralement aussi les bénéfices quantifiés en fait en termes de tonnes de CO2 évitées ou de coûts estimés, économisés. Voilà, c'est des exemples qui peuvent vous inspirer et c'est aussi une plateforme sur laquelle il y a des outils pratiques. Si vous êtes une entreprise, une collectivité territoriale, comment est-ce que je me lance pour faire de l'EIT? Et voilà, plus globalement, c'est un réseau d'acteurs assez engagés sur le sujet qui pourront vous partager vos expériences. Je pense que Ecopal est dessus. Oui. Oui, tout à fait. Alors le réseau Synapse, il est important parce que c'est quand même le réseau national de l'EIT. Donc effectivement, nous, on fait partie aussi de ce réseau, mais beaucoup de territoires s'inscrivent dessus. Il y a deux autres choses aussi qui peuvent être intéressantes. Il y a Auré, en fait, qui est une association aussi, qui a créé ce qu'on appelle le référentiel Ellipse. Ça permet à chaque territoire d'indiquer son nombre de synergies, quelles sont ces synergies, quelle est la quantité de CO2 évitée. Donc vous pouvez avoir un regard sur inscription, c'est totalement gratuit, sur ce que le territoire font et comment elles se lancent dans les démarches aussi. Et très récemment aussi, il y a le réseau Comet, qui veut dire en fait communauté EIT. C'est un réseau qu'on anime pour l'ADEME et la région Hauts-de-France, qui a pour but de promouvoir l'économie circulaire, mais aussi de bien animer les démarches et de bien se lancer pour la région Hauts-de-France. Super. Eh bien, merci à tous. Un petit mot de la fin, Fabrice? Non, mais je m'engage du coup à aller mettre notre expérience sur Synapse et de Super. regarder comment partager ça. Super, ben merci à tous. Il nous reste une ou deux petites minutes pour des questions de la salle. Si vous avez des questions pour nos experts ici, je passe le micro avec plaisir. Ouais. Un, deux, oui, c'est bon. Moi, j'essaie en fait au sein de mon entreprise de mettre un système de reconditionnement de composants principalement électriques, électroniques et mécaniques. Donc, je monte un business plan qui a une certaine profitabilité à l'instant T, mais peut-être pas faramineuse, on va dire. Et par contre, je me dis que le jour où ces propres composants-là neufs vont avoir une réelle taxation carbone, parce qu'ils ont utilisé de l'acier, d'autres matériaux, il y aura un réel gap. Et donc c'est pour ça que je voudrais commencer tôt pour qu'on soit prêt. Je voudrais savoir si cet aspect réglementaire, vous le voyez arriver, à quelle échéance, parce que c'est pour moi un catalyseur de virtuosité. On va dire aujourd'hui, les entreprises sont beaucoup... regarde la comptabilité euro plus que CO2, on va dire. Donc est-ce que vous voyez cet aspect réglementaire arriver et à quel horizon et son influence positive sur de la circularité? Je peux répondre sans être très précis parce que j'ai pas en tête le nom de la loi qui a été mise en place en France. En France, on est très en avance sur l'économie circulaire. Je dirais même un peu en avance par rapport à l'Europe. L'Europe suit les recommandations de la France sur ce sujet-là. Et on voit arriver toute une série de réglementations, de lois pour éviter le gaspillage, pour favoriser la réutilisation, le réemploi, le recyclage de ces matériaux. Donc je pense que c'est pas vain de s'y préparer aujourd'hui. Et je pense même que c'est assez stratégiquement intelligent. Je vais juste compléter en disant qu'effectivement, la réglementation, elle va arriver très vite. Et ça va arriver par salve.
comme la loi GEC qui est arrivée en début d'année. Et là, pour les entreprises qui ne s'y sont pas préparées, ça va être compliqué parce qu'il faudra se mettre un peu trop rapidement aux normes. Et tout ce que je peux vous dire, je ne connais pas effectivement toute la réglementation parce que ça dépend de l'Union européenne, ça dépend de la France, ça dépend de certains territoires aussi. Mais ça va arriver très vite. Et quand je dis très vite, je pense que c'est dans les 2-3 années qui viennent. Est-ce que tu veux compléter ou... Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question pour nos experts ? Merci beaucoup pour vos présentations et votre discours, parce que j'ai trouvé ça super intéressant. J'avais une question justement au niveau du réglementaire. Vous n'avez pas forcément évoqué comme étant un frein. Moi, j'ai même été plutôt surpris de dire que finalement, c'est plutôt des peurs plutôt que des risques qu'il y a dedans. Enfin, j'ai bien aimé ce discours. Ma question quand même, c'est quand on parle de stockage de produits du bâtiment, notamment dans du foncier public comme des écoles, je me dis, il n'y a pas un frein quelque part où à un moment donné, des questions qui sont posées Oui, complètement. Mais c'est pour ça que je disais aussi que le législateur, il était attendu sur tout ce qui était réglementation et garantie et assurance. Parce que pour les matériaux et les équipements du BTP, il y a un énorme enjeu là-dessus pour pouvoir être réemployé. Il faut qu'il respecte certaines normes. Mais là, c'était une expérimentation qui avait été faite dans une petite école. Et en fait, avec un cahier des charges pour le stockage de certains équipements qui avait été assez conséquent. Mais c'est une petite expérimentation, je ne peux pas parler de réplication. Mais effectivement, gros enjeu assurantiel pour le réemploi et le stockage de matériaux du BTP. Super. Merci à tous pour vos questions et votre intérêt. Bon après-midi. Merci.